Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, place au sommaire. Et si on pouvait enfin penser le sport comme une matière aussi importante que le français, les maths ou l'histoire? Et oui, le sport est dénigré à l'école, ou si c'est pas dénigré, on va dire pas assez mis en valeur. Alors comment penser autrement? Comment faire pour que ça change? Eh bien justement, on va en parler en plateau. Quelles sont les actions du gouvernement? Qu'en pensent nos sportifs? C'est notre question du jour. Enfants précoces, dysprasiques, dyslexiques, Asperger ou hypersensibles. Dans cette émission, on parlera de neurodiversité. Comment l'appréhender avec ses enfants? Eh bien, Claire Stride nous expliquera tout. Elle est consultante et coach en intelligence émotionnelle. Et puis, vous le savez, cette semaine, eh bien, Tristan Banon est l'invité de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Ce sera à découvrir en fin d'émission. Et tout de suite, comme chaque jour, eh bien, c'est l'actu en bref avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors, on commence avec Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, qui était ce matin sur RMC et qui s'est notamment exprimé sur le report des épreuves anticipées du bac, qui était prévu en mars, et visiblement, sa décision n'est pas encore prise. Oui, c'est le grand débat du moment. On s'attendait à une réponse claire du ministre ce matin. Ce n'est toujours pas le cas. Alors, quels sont les scénarios possibles? Premièrement, une annulation tout simplement de ces épreuves de spécialité. C'est ce qui a été fait l'année dernière. Elles ont été remplacées par un contrôle continu. On a fait la moyenne des notes obtenues pendant l'année, mais cette idée semble totalement écartée. Autre possibilité, le report en mai ou en juin de ces épreuves. C'est ce que réclament notamment les syndicats d'enseignants qui jugent la préparation de l'examen chaotique en raison de la crise Covid, crise qui, selon eux, a engendré de nombreux retard chez les élèves. Enfin, dernière possibilité à laquelle le ministre semble tendre le plus, l'idée d'un maintien des épreuves en mars avec de possibles aménagements, une solution privilégiée par les élèves qui estiment que dans ce contexte compliqué, un nouveau report serait pour eux synonyme de stress. Et à propos de la gestion de la crise, a priori, Jean-Michel Blanquer reste droit dans ses bottes. Oui, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur les nombreuses critiques dont il est la cible depuis la rentrée, un sujet qui pour lui vient après sa principale préoccupation, les enfants. Les sujets, vous savez, sont pas d'abord politiques, c'est d'abord le service des enfants. Pourquoi est-ce que je suis si passionné dans cette fonction? C'est parce que pour moi c'est la fonction la plus belle, c'est-à-dire servir les enfants. Et en ce moment on doit servir les enfants de France pour traverser cette crise comme il convient. Et donc vous êtes là. Et donc je suis là. Et puis tant pis si je prends des coups. C'est après tout aussi mon rôle d'en prendre. À certains moments je suis un peu l'exutoire de certaines choses, je le sais bien. Mais au fond, pendant 5 ans j'aurais été au service des enfants et ça me suffit. Oui, on peut dire qu'il a pris des mesures, effectivement, le ministre de l'Éducation, et qu'il est sacrément courageux. Alors, le ministre de l'Éducation, qui toujours, justement, sur Twitter, est revenu sur sa rencontre avec son homologue allemande. C'était lundi à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Jean-Michel Blanquer recevait la ministre fédérale allemande de l'éducation, Stark-Watzinger. Il s'est dit heureux sur Twitter de l'avoir accueilli pour sa première visite officielle en France. Au programme, entre autres, de leurs échanges, la formation européenne des professeurs ou l'investissement dans l'éducation. Alors du changement, encore une fois, puisque le gouvernement fait marche arrière sur les conditions de vaccination des enfants. Mais où est-ce qu'on va aller? Alors que le 6 janvier dernier, le ministère de la Santé, imposait un accord écrit des 2 parents pour pouvoir vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans, la règle change. Pour la seconde fois en 3 semaines, la vaccination des enfants ne nécessite finalement l'autorisation que d'un seul parent. Une évolution qui vise à accélérer le rythme des injections dans cette tranche d'âge. Ça veut dire que si la mère est d'accord mais le père non, eh bien, on peut quand même vacciner. le faire. Voilà, maintenant c'est possible. Tension quand même, auprès des familles, ça ne va pas être très simple. Mickaël, ce mercredi sort dans les salles de cinéma un film choc. Un film, qui nous plonge dans le brouhaha des cours de récréation avec ses violences, car le sujet ici est bien le harcèlement scolaire. C'est l'histoire de Nora qui fait son entrée en primaire et qui se retrouve à devoir faire face au harcèlement subi par son grand frère. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Dis rien à personne. C'est quoi ça? C'est orange. Donc j'ai marqué du but. Ah? Qu'est-ce que vous faites là? Mais de quoi je m'en... Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais je veux t'aider. Je t'ai rien demandé. Va-t'en. Si tu te mêles encore de mes affaires, t'es morte. Allez, souriez. Super. Regarde bien devant toi. Je suis sûr que vous êtes capable de faire en sorte que ça se passe bien. Si vous avez un problème, vous m'en parlez, d'accord? Quand
Ned, ça empire. On ne peut pas toujours aider les autres comme ils voudraient qu'on les aide. Voilà, ça fait froid dans le dos. C'est extrait de la bande-annonce de ce film Un monde de Laura Vandel. C'est sorti ce mercredi au cinéma. Oui, film que je recommande grandement parce que c'est un sujet très très important, vraiment un sujet de sensibilisation au harcèlement aujourd'hui, sujet qu'on va traiter évidemment dans le Grand JT d'éducation, on traitera plusieurs fois sous différents angles, mais voilà, je vous le conseille vivement. Sensibiliser les enfants aux valeurs olympiques et au sport plus généralement, c'est le but de la semaine olympique et paralympique à l'école qui a lieu dans les écoles donc, en ce moment. Comment faire en sorte que nos enfants bougent plus, que le sport à l'école soit inscrit dans une logique plus globale de santé? C'est notre question du jour. Et pour en parler, j'accueille tout de suite Emeline Ndongue. Vous êtes avec nous, Emeline, vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Bonjour. Bonjour, vous êtes basketteuse, ancienne basketteuse, athlète olympique, médaillée d'argent à Londres en 2012. Aujourd'hui, vous êtes en charge des sujets éducation pour les JO Paris 2024. Je suis ravie de vous recevoir dans le Grand JT d'éducation, ainsi que Maxime Scotty qui est avec nous. Merci mille fois d'être là. Vous êtes professeur agrégé d'EPS. Alors agrégé, tout de suite, chaud sur l'occasion, parce que évidemment, tout le monde peut imaginer l'agrégation en philosophie ou en lettres, mais tout d'un coup, on ne l'imagine pas pour un prof de PS, alors que pourtant, vous l'êtes. Et pourtant, c'est une agrégation c'est un concours qui ressemble à celui du CAPEPS, avec des écrits en histoire, des écrits en pédagogie, en didactique, avec des oraux, avec une deuxième phase d'oraux sur justement tout ce qui est traitement didactique, réflexion autour d'une problématique dans un établissement, autour des activités physiques qu'on va mettre en place ensuite avec les élèves. Donc c'est un concours. Bac plus 5 combien Bac plus 5, on est sur le même niveau, que ce soit au niveau des certifiés ou des agrégés, on est sur un Bac plus 5, sauf qu'on est sur un concours qui a moins de place, avec un niveau d'exigence qui est plus élevé. Mais au final, sur le terrain, une fois qu'on est face à nos élèves, la problématique est la même, qu'on soit certifié ou agrégé, donc la vision du métier est la même. Alors justement, cette vision du métier, on va en parler tous ensemble. Emeline, je suis ravie de discuter avec vous parce que j'aimerais savoir précisément, alors athlète olympique, on sait ce que c'est, on vous félicite encore aujourd'hui, toujours, bravo. Ça me fascine moi, donc je suis vraiment impressionnée. Mais je voudrais savoir exactement ce que veut dire en charge des sujets éducation pour les JO de Paris 2024. Parce que là, on a Pékin qui arrive, mais 2024, c'est quand même demain. 2024, oui, c'est demain. On pensait au moment où on a eu la chance d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on aurait beaucoup de temps, et en fait, ça arrive très très vite. Et être en charge de l'éducation, c'est tout simplement se servir de l'opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques pour porter l'éducation physique et sportive, la pratique sportive, que ce soit en club, que ce soit en AS, que ce soit chez soi, bref, le sport dans toute sa globalité, pour faire en sorte que tout le monde pratique un petit peu plus pour la santé, pour le bien-être de chacun. Et donc, en termes d'éducation, c'est comment est-ce qu'on fait de l'éducation par et à travers le sport, en se servant de cet outil sport et en se servant un petit peu des Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent et qui du coup sont une opportunité énorme pour pouvoir accompagner la transformation de la société dans un peu plus de pratiques physiques et sportives. Alors justement, le gouvernement, je ne sais pas si c'est lié effectivement aux JO qui arrivent, mais enfin, le gouvernement a voulu donner un coup de boost à l'enseignement du sport à l'école. Quand on voit les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a de quoi en effet s'inquiéter, puisque l'OMS donc recommande 1 heure d'activité physique par jour pour les enfants. Or, est-ce que je me trompe, Maxime Scotty ? 80% des enfants ne le font pas. Le gouvernement a mis en place les fameuses 30 minutes de sport par jour en primaire. Ça fonctionne, ça ? Alors déjà, c'est tout à fait louable, et même on peut se réjouir du fait qu'il y ait une prise de conscience autour de cette problématique-là, une problématique qui nous suit, nous, en tant que professeurs d'éducation physique et sportive, tous les jours depuis des années et des années. C'est vrai qu'il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur les problèmes de sédentarité, parce qu'on voit qu'au fil des années, quand on avance, et notamment au moment de l'adolescence, il y a une diminution en termes d'activité physique chez les jeunes. Donc c'est vraiment une problématique qui est prégnante quand on est sur le terrain avec les élèves. Après, là où on peut discuter, ça va être sur les modalités de ça et de la pertinence finalement de ces 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes, c'est peu finalement.
Alors, c'est peu. Alors, déjà. Mais là, on n'en est même pas à 15 minutes par jour, même pas à 10. Alors, dans les faits, la proposition du ministre qui a été de mettre en place ces 30 minutes d'activité physique par jour, finalement, elle n'est pas nouvelle. Dans les programmes de primaire, en éducation physique, il est prévu 108 heures par an. Oui, c'est déjà mis en place, 5000 écoles élémentaires. Ah non, mais je parle même avant l'arrivée du ministre Blanquer. On était déjà, les programmes en école élémentaire, en école primaire, prévoyaient déjà 108 heures par an. Si on rapporte à la semaine, ça fait du 3 heures par semaine. Sur 4 jours, on se rend compte qu'en fait, dans les programmes, ça existait déjà. Même ça existait au-delà des 30 minutes, puisque si on rapporte, ça fait du 45 minutes par jour. Oui, c'est 3 heures de cours de PS par semaine, finalement. Voilà, dans l'école primaire. Et là, actuellement, et c'est là où on va pouvoir en discuter, et ma posture de professeur de PS s'interroge un peu vis-à-vis de ça, c'est pourquoi rajouter finalement ces 30 minutes d'activité physique par jour quand déjà on ne se donne pas les moyens d'assurer les 45 minutes. C'est ça, c'est pas, en fait, c'est moins en fait finalement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait c'était 45 au départ, finalement on arrive à 30 minutes. C'est qu'en fait le constat était tellement effroyable par rapport à la présence du sport à l'école que tout d'un coup ils se sont dit on va prendre en main le sujet, mais en fait ils prennent en main le sujet et on se rend compte que c'est moins qu'avant. À l'envers, et en plus sans se soucier des forces qui sont en présence, qui sont les instituteurs, qui sont quand même des professionnels qui sont polyvalents, qui sont censés enseigner l'éducation physique et sportive. Alors, on peut regretter peut-être qu'ils ne respectent pas les programmes pour diverses raisons, mais pourquoi faire appel à des intervenants extérieurs quand déjà les professionnels sont là, sont compétents, sont censés être compétents. Après, s'ils ne le sont pas, on peut se poser la question de la formation. Mais les programmes sont déjà prévus. Donc, pourquoi venir rajouter une nouvelle mesure, une mesure un peu vitrine, qui finalement est en deçà de ce qui était déjà prévu. Cela prouve quand même qu'il y a un vrai effort à faire là-dessus. Emeline Ndongue, qu'est-ce que vous en pensez de ça? En fait, c'est là où il faut apporter de la précision. C'est-à-dire que ces 30 minutes d'activité physique quotidienne, elles ne viennent pas remplacer l'éducation physique et sportive. Effectivement, il y a 3 heures hebdomadaires qui sont au programme en école primaire. Mais l'activité physique quotidienne, elle vient en complément de cette EPS. On sait très bien que les professeurs des écoles ne vont pas fractionner ces heures de PS. Il y aura 1h30 à un moment donné dans la semaine, puis une autre heure et demie. Suivant là où l'EPS va être pratiqué, il y a aussi un temps de transport qui est à prendre en compte. Ce qui fait que dans les faits, ce temps de PS, ces 3 heures qui sont au programme de l'éducation nationale, en fait, ne sont pas totalement remplis. Et là où les 30 minutes d'activité physique quotidienne arrivent, c'est qu'on n'est pas sur de l'EPS, on est vraiment en complémentarité de l'EPS. Et pour les enfants en école primaire, c'est vraiment l'idée de prendre de bonnes habitudes. C'est faire du sport tous les jours, c'est se mettre en mouvement tous les jours. Et dans les écoles dans lesquelles cette mesure elle est appliquée, les enseignants, ils se rendent compte vraiment des bienfaits de cette activité physique quotidienne. Parce que quand on se bouge un petit peu, et derrière, on est un petit peu plus libéré, on est un petit peu plus concentré. Ça ouvre vraiment, ça augmente les aptitudes des enfants pour derrière avoir un climat de classe beaucoup plus apaisé pour les enseignants. Et vraiment, ça a été, on a échangé avec des enseignants qui mettent en place ces 30 minutes. Et je le rappelle, en complémentarité de l'EPS, il y a vraiment un climat social de classe qui est changé, qui est amélioré avec cette activité physique. Et c'est même les enfants qui, derrière, vont demander à faire un petit peu. Et c'est Emeline, c'est une nécessité pour les enfants. Concrètement, ça veut dire quoi 30 minutes en plus des cours de PS, en fait parce que c'est une demande qu'on fait par les enseignants, parce que c'est une recommandation qu'on fait aux enfants, mais ça veut dire que les enseignants doivent proposer quelque chose en plus. C'est les enseignants qui vont s'inscrire dans cette démarche-là. Et il y a aujourd'hui, il y a plus de 7000 écoles qui ont montré une volonté de s'inscrire dans cette démarche des 30 minutes. Ça représente à peu près un peu plus de 16 000 classes. Et donc, c'est des enseignants qui vont se servir... Qui ne sont pas forcément des profs de PS. Pardon ? C'est des enseignants qui ne sont pas forcément des profs de PS. Pas du tout, puisque ce sont des profs des écoles. On est à l'école primaire, donc ce ne sont pas effectivement des professeurs de PS, ce sont des profs des écoles, et donc qui vont se saisir, soit parce qu'ils ont
par ailleurs cette appétence pour la pratique sportive, ils vont mettre en place ces 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ou alors, il y a également des ressources pédagogiques qui ont été construites par l'Académie de Créteil, par l'Académie de Paris, il y en a à l'Académie de Toulouse. Il y a plusieurs comme ça corpus, on va dire, d'enseignants qui ont travaillé sur des ressources pédagogiques pour mettre en place cette activité physique quotidienne avec du matériel simple et en fait avec des ressources et des fiches qui peuvent même être prises en main directement. C'est-à-dire qu'une fois que cette activité physique est mise en place, les enfants directement eux-mêmes peuvent prendre en main cette activité-là et demander à faire cette activité physique pour 15 minutes, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça peut être fractionné dans la journée. L'idée, c'est vraiment de donner une bonne habitude aux enfants, aux élèves, pour qu'ensuite, ils puissent ramener ça à la maison. Je voudrais faire réagir Maxime Scotti. Attendez, Emeline, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, et c'est vrai que le sujet est vaste et très intéressant, mais j'aimerais juste vous faire réagir, Maxime, parce que je vous voyais un peu trépigner. Oui, je trépigne. Je trépigne pour plusieurs raisons. Alors déjà, on pourra revenir sur les modalités de construction de la santé chez les jeunes, parce qu'à mon avis, on n'en a pas la même définition et on n'en a pas le même... C'est quoi la bonne définition ? La santé, ce qui me pose souci sur un dispositif comme ça, c'est qu'on va justifier le fait de faire bouger les élèves à un instant T. On va espérer que dans leur vie future, finalement, ils acceptent, enfin, ils aient ce réflexe de mieux bouger et de mieux se dépenser. On se rend compte qu'au fil de leur croissance, au fil de l'adolescence, le rapport à l'activité physique change et se module. Le rapport à la santé, c'est quelque chose qui se construit sur du long terme. C'est quelque chose, c'est un rapport à soi, c'est un rapport à la santé, un rapport à l'effort, un rapport à la gestion de l'effort qui se construit sur du long terme et qui a besoin en fait de s'inscrire dans un projet pédagogique plus global. Et moi, ce qui m'embête dans un dispositif comme ça, et après on pourra revenir sur le fait que ça se rajoute à l'éducation physique par les professeurs des écoles, ce qui me dérange là-dessus, c'est que finalement, on vient greffer des intervenants extérieurs qui vont venir intervenir ponctuellement, mais qui vont venir... Mais ponctuellement, ça veut dire complètement déconnecté du projet pédagogique. Mais c'est ça, est-ce qu'ils ont la pédagogie justement en fait, Emeline ce ne sont pas du tout des intervenants extérieurs qui viennent dans l'école pour faire ces 30 minutes, mais ce sont bien les professeurs des écoles qui mettent en place ces 30 minutes. Alors, dans un premier temps, il peut y avoir, il n'y a pas toujours, il peut y avoir un accompagnement de l'UCEP. Donc la fédération sportive scolaire pour l'école primaire ou de l'UXEL. Donc dans un premier temps, il peut y avoir un accompagnement pour justement accompagner les professeurs des écoles dans de la formation sur ces 30 minutes-là. Ce n'est pas toujours le cas, tout simplement parce que les professeurs des écoles se sentent en capacité, et c'est tant mieux de pouvoir mettre en place ces 30 minutes. Mais elles ne bénéficient pas d'une intervention extérieure. Elles se font bien par les professeurs des écoles au sein de l'école. Il peut y avoir effectivement sur du périscolaire un complément sur ces 30 minutes, et à ce moment-là, c'est la collectivité territoriale qui travaille avec l'école pour mettre en place pour l'enfant sur l'ensemble de la semaine ces 30 minutes, mais ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est vraiment quelque chose qui se construit dans le projet de l'école. Donc c'est un projet pédagogique. Et qui va durer. Et en tout cas, c'est l'ambition qu'on a, c'est de l'installer maintenant pour que ça dure et pour que justement l'enfant, l'élève puisse avoir ces bonnes habitudes-là, puisse les prendre sur le long terme et non pas de façon ponctuelle. Oui. Je me permets de réagir parce que en fait, dans la décision politique, dans la dynamique politique, il y a quelque chose qui me pose problème. C'est qu'en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on va demander aux enseignants du primaire de porter ces 30 minutes en plus, alors qu'on sait déjà qu'ils ont du mal avec les 45 minutes. Donc, on leur ajoute ça. On sait que dans le même temps, le gouvernement a quand même fait le choix de réduire la formation initiale et la formation continue en termes d'EPS pour les enseignants du primaire. Donc, finalement, on leur dit d'en faire plus, mais on leur en donne moins. Qu'on leur donne des fiches du prêt-à-porter pédagogique, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de bonne solution pédagogique, il y a bien un domaine dans lequel il n'y a que des incertitudes, c'est la pédagogie. Parce qu'on construit dans l'instant, on planifie, on régule dans l'instant, et le prêt-à-porter ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, il y a une dynamique un peu perverse qui dit, on vous en rajoute, mais en même temps, on vous enlève les moyens de le faire. Les infrastructures sont limitées. Moi qui suis professeur en collège, on se bat chaque année pour pouvoir partager les installations. Alors, il y aurait pu...
il y aurait pu avoir d'autres solutions. On aurait pu réfléchir à comment augmenter le taux d'activité physique à l'école primaire. Mais là, je crains que finalement, on se donne les raisons de montrer que les enseignants du primaire sont incapables de le faire, mais alors qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire, pour ensuite pouvoir faire venir des intervenants extérieurs. Parce que quand on regarde l'actualité, le ministre Blanquer nous a quand même annoncé les coupons des écoles labellisées. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, mais c'est des coupons que les structures vont pouvoir utiliser pour venir intervenir dans les écoles. Donc je ne suis pas vraiment certain, et en tout cas ce n'est pas ce qui est affiché dans les médias, qu'il n'y ait pas d'intervenants extérieurs. Parce qu'on le sait déjà dans les pratiques que les intervenants extérieurs sont majoritaires. Mais justement, laissons répondre Émile Ndongué sur la question. Ouais, alors il faut vraiment pas plein de questions à poser, hein, donc, mais c'est cette réponse-là, voilà, sur les coupons en l'occurrence, et les installations. Alors, il ne faut pas confondre les dispositifs. On a d'un côté, effectivement, ces 30 minutes d'activité physique quotidienne. L'idée, quand je dis qu'il y a des ressources pédagogiques qui sont mises en place, la diversité de ces ressources permet justement aux enseignants de pouvoir piocher suivant les difficultés, suivant les opportunités qu'ils peuvent avoir dans leurs écoles, dans leur espace, avec leurs classes, avec leurs élèves, pour pouvoir justement mettre en place les bonnes situations pédagogiques à un instant T. On a des enseignants qui mettent ces 30 minutes en place en début de journée parce que, en fait, tout simplement, ça permet de canaliser l'énergie des enfants et puis derrière de pouvoir commencer leur cours sur d'autres matières. Il y en a qui le font au retour du déjeuner, il y en a qui le font en fin de journée. Il y a vraiment plusieurs manières de pouvoir s'approprier ces 30 minutes d'activité. Justement, je vais rebondir là-dessus parce que c'est très important quand même. Le sport, ça sert à quoi ? C'est écrit sur le site du ministère des Sports, c'est-à-dire qu'en fait, ça se permet d'intégrer les règles communes, et de l'éducation aussi d'ailleurs, ministre de l'éducation aussi, intégrer les règles communes, prendre confiance en eux et de se découvrir en apprenant à mieux connaître leur corps. Ça s'inscrit aussi dans une logique de santé qui est beaucoup plus globale. C'est ça qu'on cherche à faire aussi. On a tous envie, tous ici, de se dire à un moment, déjà, ce serait quand même bien que ça devienne une vraie matière importante et qui prenne autant la place que le français, les maths, l'histoire, et en même temps... Comme c'est le cas dans d'autres pays d'ailleurs. Exactement, et on l'a vu, on en a parlé déjà hier et avant-hier, mais c'est vrai aussi que le sport soit pris, comme vous l'avez dit, dans une sorte de logique globale de santé. Comment on fait avec ça ? Alors, déjà, l'EPS, parce qu'on va parler au niveau des programmes, la finalité de l'EPS, c'est vraiment la formation d'un citoyen. La formation d'un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans un souci de vivre ensemble. Non, mais c'est hyper important ce que vous dites. Vous me faites comme... Non, mais c'est une vraie logique, là. Parce qu'après, on va y revenir terme par terme, parce que c'est important. Mais on n'a pas beaucoup de temps, donc soyez précis. Oui, il faut vraiment que j'aille vite. C'est vraiment cette réflexion autour du citoyen dans sa globalité, et de la santé dans sa globalité, dans une construction pédagogique qui s'intègre vraiment dans un projet vraiment le plus large possible. Je ne suis vraiment pas sûr, en tout cas je ne suis pas du tout convaincu par ce que vous nous avez avancé, sur le fait de rajouter ponctuellement et de dire aux enseignants, prenez ça en charge quand on sait que la formation diminue et qu'en plus on sait qu'au fil de la scolarité, il y a une diminution de l'activité physique par les jeunes, et en même temps, quand on regarde les programmes, en 6e on a 4 heures d'éducation physique, en terminale on a 2 heures. Et donc en fait, dans quelle logique on est ? Et je crains vraiment qu'on ne regarde pas du tout le problème dans le bon sens. Parce que plutôt que d'aller augmenter le pouvoir d'agir des enseignants d'éducation physique, finalement, on crée une commande un peu vitrine qui, finalement, n'a aucun sens. Et alors, par rapport au JO, juste, je rebondis, puisque vous représentez donc l'éducation pour les JO 2024. Quand on voit Tony Estanguet aller dans les écoles, Thomas Pesquet aussi, on l'a vu cette semaine, justement, ça aide d'avoir des personnalités qui viennent dans les écoles pour promouvoir le sport et pour expliquer qu'à un moment, c'est important de prendre ça en compte. Émile Ndongué ? Oui, c'est une vraie opportunité. C'est là tout l'enjeu, c'est l'un des enjeux de la semaine olympique et paralympique, c'est de pouvoir montrer, et c'est ce que je disais au début, c'est de pouvoir montrer tout ce qu'on peut faire avec le sport, avec la pratique sportive, avec l'EPS. Et une fois encore, il faut vraiment penser complémentarité. Il ne faut pas penser opposition, il faut penser complémentarité pour le bien-être de l'élève. Et c'est pour ça, c'est la volonté qu'on a de mettre tout ça en place. C'est vraiment de pouvoir penser le sport
dans une plus grande globalité. Quand vous Et allez dans donc, les classes, Emeline, quand vous arrivez dans les classes, vous leur montrez votre médaille bien d'argent? sûr, Ça les fait rêver, les enfants, les non, lycéens? mais c'est hyper chouette en fait d'avoir cet échange-là, parce que il y a, en fait, il y a à la fois forcément le regard un petit peu des jeunes face à une médaille. Alors quand je me déplace avec Tony qui a plus de médailles d'or que moi, bon, bah, voilà, c'est pas grave, il monte ses médailles d'or et moi ma médaille d'argent. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont ils regardent ça, et ensuite nous, la façon dont on va pouvoir transmettre à la fois notre amour de la pratique sportive, transmettre comment est-ce que la pratique sportive a fait de nous les citoyens qu'on est, Oui, alors et ça non pas justement, dans le c'est très sport de haut important. niveau, mais dans le sport de tous les jours. Vraiment, moi sans le basket, et non pas dans le côté professionnel, mais juste dans le fait de faire du sport avec des copines et m'éclater aux entraînements, et de pouvoir trouver une place à mon corps qui était légèrement plus grand que ceux de mes camarades. Ouais. J'ai trouvé vraiment ma place, moi, sur un terrain Je de basket, comprends. et ça Alors, m'a permis de juste, progresser et de me sentir bien. Et ça, on le transmet je aux rebondis élèves. là-dessus parce que donc nous sommes en période présidentielle, les prises de parole sont nombreuses. Jean-Michel Blanquer a fait beaucoup réagir sur plein de situations et plein de sujets. On ne parle pas d'Ibiza et du reste, mais notamment sur le fait qu'il vantait les mérites du sport à l'école dans les réussites sportives au JO justement. Et là, on a eu Martin Fourcade qui défendait l'école dans l'accompagnement sportif qu'elle avait apporté. Et, en revanche, Evan Fournier, un basketteur comme vous, qui dit qu'en fait, il ne devait absolument rien à l'école. Alors, c'est quoi en fait? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dichotomie entre l'un et l'autre? Bon, je vous dirais peut-être qu'aussi, effectivement, un immense ingénieur vous dira que c'est pas à l'école qu'il a adoré les maths et que c'est après, mais c'est quand même là que tout se passe à l'école. Alors, moi, Mais ouais, Maxime, si je peux me permettre, je vais aller dans le sens de la complémentarité parce que je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des champions qui puissent venir à la rencontre des élèves. Ça va être des inducteurs qui vont nous permettre justement de dynamiser les élèves. Et dans cette logique de complémentarité, je pense qu'on est plus proche justement de ce que Martin Fourcade avance parce qu'il en est un exemple typique. Il est l'exemple de la complémentarité entre l'éducation physique qui permet à tous les élèves finalement de construire une culture commune autour de l'activité physique, quelles que soient leurs différences, quelle que soit leur morphologie, quelles que soient leurs appétences pour l'activité physique. Et après, il y a des sections sportives qui permettent aux élèves qui se décrochent de tout ça de se spécialiser et ensuite de pouvoir être repérés par les clubs sportifs. Donc cette complémentarité, elle est importante et même essentielle. Par contre, c'est important que chacun respecte ses prérogatives et que les compétences restent dans leurs domaines qui leur sont propres. Mais après, est-ce qu'on peut dire que les profs de PS ont eu un impact sur les... Non, absolument pas. Enfin, on a un impact sur la société, sur l'ensemble des citoyens. Après, les Sur citoyens... peut-être l'envie de faire du sport quand même. Oui. Moi, je ne sais pas si j'avais Oui, joué mais... le foot mais jeune, tout à fait. que... Mais est-ce qu'on peut vraiment prétendre avoir eu l'impact sur des champions? Non, c'est plus notre Est-ce que ça a été votre cas, et c'est loin d'être Longuet notre finalité à nous, hein, pas du tout même. Est-ce que vous avez fait du basket très jeune ou pas? Alors moi, j'ai fait du basket très jeune, en club en fait. J'ai commencé, mes parents m'ont inscrit à 5-6 ans au club de basket local, et c'est comme ça que j'ai découvert le basket. Rien à voir avec l'école. Pardon? Rien à voir avec l'école. Rien à voir avec l'école, effectivement. En revanche, à l'école, j'ai découvert plein d'autres sports. J'ai été comme, je pense, et même c'est sûr et certain, la plupart des sportifs de haut niveau. On a été à l'UCEP, on a été à l'UNSS. Moi, j'ai fait du hand, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la GRS en UNSS. Donc, il y a de la complémentarité à trouver, et ça permet de développer effectivement différentes aptitudes et non pas se concentrer uniquement sur son sport. Et donc, ça, c'est vraiment le message qui est important à passer. C'est-à-dire que peu importe qu'on commence le sport en club et puis qu'on soit à l'école primaire, qu'on ait l'enseignement de l'EPS par le prof des écoles, et puis ensuite qu'on découvre d'autres disciplines au collège, puis au lycée, et qu'on passe par l'AS,
et qu'on revienne en club, et parfois on s'arrête un petit peu et puis ensuite on repart derrière. Merci. En fait, ce qui compte, c'est vraiment qu'il y ait une globalité dans tout ça et qu'on arrive à s'entendre J'ai et compris. qu'on se serve, une fois encore, qu'on se serve des jeux, de cette Je opportunité-là vous ai compris, à la Emeline. promotion du sport. J'aimerais discuter pendant des heures avec vous, je vous assure. Je vous assure, mais je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais je crois que le message est bien passé, assez clair. On comprend les frustrations de chacun. Je voudrais juste rappeler aussi que c'est le seul endroit pour beaucoup d'enfants où ils peuvent faire du sport gratuitement, c'est l'école. Et donc, c'est très important d'y revenir aussi. C'est de voir que l'école, c'est quand même le socle de tout. Et c'est aussi pour ça que cette émission existe, que School TV existe. Donc, AV, c'est ici qu'on partage tout. Et je vous promets, parce que je sais que vous avez plein de choses à dire. Je peux un dernier mot. Mais je peux... Juste pour 10 secondes, 10. 10 secondes. Au sujet de cette complémentarité, c'est une question qui se pose et qui doit se poser. Et à ce sujet-là, il y a les assises de l'EPS qui se montent le 26 et 27 mars à l'ENS Rennes, à l'École normale supérieure. Les inscriptions sont ouvertes et donc c'est important que les sportifs de haut niveau viennent aussi s'exprimer à ce sujet-là, les journalistes de l'éducation, que l'ensemble finalement des personnes qui gravitent autour de l'EPS viennent s'exprimer. On fera une émission spéciale là-dessus et on vous serait bien entendu invité, j'espère physiquement sur le plateau avec vous aussi, Emeline, si vous souhaitez être là. Donc merci à vous en tout cas, Emeline Ndongué. Je voulais juste rajouter tout simplement qu'on a une opportunité énorme. Non, mais le fait que Thomas Pesquet se soit engagé sur cette semaine olympique et paralympique, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde et ça permet réellement de démocratiser le sport et de pouvoir lui donner une autre dimension. Et c'est vraiment une chance énorme qui nous accompagne sur cette semaine olympique et paralympique. On est tous très, très fiers de lui. Merci à lui. Et puis c'est tout simplement un moyen de faire en sorte qu'il y ait plus de sport, de PS, d'activités physiques et sportives. On espère qu'il viendra aussi sur School TV pour s'exprimer, Thomas Pesquet, parce qu'on est tous évidemment fans. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et à une prochaine fois, évidemment. Ingérable ou atypique, c'est le titre du livre de Claire Street qui sera notre invitée juste après la pub. Elle va nous expliquer comment accepter et accompagner les enfants dits différents. Oui, il y a un mot, voilà, on appelle ça des enfants différents. Justement, je voudrais comprendre ce que cela veut dire. On lui demandera tout de suite après la pub. De retour sur le plateau du Grand JT, avec nous Claire Street. Merci beaucoup d'être avec nous, on est ravis. Vous êtes consultante, formatrice, coach en intelligence relationnelle et émotionnelle. Vous êtes très impliquée dans les questions de pédagogie. Vous avez écrit 2 bouquins qui sont ici. Ingérable ou atypique, accepter et accompagner les enfants dits différents. Et deuxième bouquin, Mon enfant est haut potentiel et ultra sensible également. J'aimerais rebondir tout de suite sur l'enfant dit différent. Ça veut dire quoi, un enfant différent ? Alors, chaque parent vous dira que son enfant est différent, quoi qu'il advienne. L'enfant différent, ici, c'est au sens neuroatypique, c'est-à-dire qu'on a une part de la population, à peu près 20-25% de la population, qui a un cerveau câblé différemment. Et, donc 20%, un enfant sur 5. Tout à fait. Quand même. Oui. N'ayez pas peur. Non, parce que j'en ai 2 potentiellement. Voilà, okay. Potentiellement. Alors, il y a toute une part de génétique. Hein, voilà, c'est quelque chose d'assez spécifique. Mais voilà, donc on met dans les enfants différents, on va dire tous ceux qui sont dyslexiques, au potentiel, autistes, voilà, Asperger, hypersensibles. Et puis, tous ceux qu'on n'arrive pas à mettre dans un moule, dans une case, et avec lesquels on se rend compte qu'il y a un comportement particulier à avoir. Alors, c'est des mots simples pour vous, évidemment, mais pas forcément pour tout le monde, même pour moi. Donc, vous pouvez nous redire ce que c'est qu'un dyslexique, qu'un précoce, un Asperger ? Bien sûr. Dyslexique, alors tout ce qui est ça vient de dysfonctionnement, c'est-à-dire que tout ce qui se fait sur l'apprentissage de la lecture, pour la dyslexie par exemple, la dyscalculie sur les chiffres, ne se fait pas de la même façon. Il y a des petits bugs, en fait, et la logique, notamment enseignée par l'école, ne fonctionne pas. Donc, ce sont des enfants qui ont des difficultés sur les fonctionnements classiques par rapport à tout ceci. La dyspraxie, c'est les difficultés de coordination avec les gestes, par exemple. L'impulsion du cerveau pour faire un geste, le corps qui fait autre chose. Précoce, zèbre, haut potentiel, là, on a tout ce qu'on veut sur les vocables. On connaît mieux maintenant avec la série HPI, voilà, parce que oui, tout à fait. Un carton, ça démocratise. C'est haut potentiel intellectuel. Donc, c'est plus de 130 de QI sur des tests qui sont faits par des neuropsys. Alors, on va en parler, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, on pourrait penser que haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire en avance, ce qu'on disait, un enfant en avance, qui est très intelligent ou autre, c'est pas toujours simple. Surdoué, exactement. Surdoué, c'était l'ancien terme. C'est pas toujours simple au quotidien. Ah non, ça l'est pas du tout, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on a un peu l'impression, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, que tous les parents ont un enfant soit au potentiel, soit... 1 sur 5 en tout cas. Alors 1 sur 5 a un enfant différent. Ça c'est dans les faits, mais quand on discute avec des gens, les parents ont tout le temps un enfant qui effectivement
Comme je vous le disais, chaque parent a besoin de voir que son enfant est différent. Et puis, il y a tellement de pression sur la performance dans la société, sur le fait d'être dans le moule, mais d'être en dehors du moule, mais avec quelque chose d'exceptionnel que, bah oui, à un moment, on a peut-être besoin que son gamin soit exceptionnel. Sorte du lot. Alors donc ça veut dire qu'il y a une pression sur les parents, parce qu'implicitement ça veut énorme. dire que les parents, les enfants c'est compliqué aussi, mais vous démarrez votre livre avec une lettre que vous écrivez aux parents. Tout à fait. C'est assez chouette, j'avais peu vu ça auparavant, et c'est assez malin, c'est même émouvant, touchant, parce que vous leur dites bravo et merci. Tout à fait. C'est hyper important, je veux dire, c'est sur eux, vous l'avez dit, il y a une très grosse pression sur les parents, ils doivent être des super parents, et une femme et un homme géniaux, ils doivent aussi avoir un super job, ils doivent bien faire la cuisine, ils doivent avoir une maison exceptionnelle et faire du sport, et voilà, et tout gérer, donc il y a une pression de malade. Donc du coup, moi c'est vrai que je travaille beaucoup, je fais de l'accompagnement de famille, je travaille beaucoup avec des familles, j'ai arrêté de faire un accompagnement focalisé uniquement sur l'enfant, parce qu'en fait, on se rend compte que l'enfant grandit dans un écosystème et que toute la famille est impactée par la différence de l'enfant. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est souvent génétique. Donc, soit il y a d'autres enfants dans la fratrie qui ont quelques spécificités, et puis il y a forcément un des deux parents qui est aussi concerné. Donc, du coup, pour moi, c'est hyper important de déculpabiliser le parent. C'est le but de ce livre que vous avez. Le deuxième aussi, c'est je déculpabilise le parent parce que chacun fait de son mieux, en fait. On n'a pas les clés, on n'a pas les codes, on est noyé sous des informations. Il y a la pression, il y a l'école qui fait ce qu'elle peut. Mais et ça, du c'est coup, pour valable s'y retrouver, avec c'est tous les compliqué. enfants, en fait. Pas que C'est aussi valable avec tous les enfants, différents. on est bien Vous nous d'accord. rassurez, nous. Oui, parce que oui. on fait tous comme on peut. Exactement. Juste, vous dites ingérable ou atypique, perdon Mickaël, juste après. Ingérable ou atypique. Ingérable, c'est pas un dysfonctionnement, c'est pas être 10, c'est pas précoce. Ingérable, c'est juste quand on dit à ton enfant, dis-moi, t'es ingérable, j'en peux plus, tu vas dans ta chambre. C'est ça. Ou atypique, ça veut dire qu'en fait, vous parlez juste du moment où vous êtes diagnostiqué, c'est ça? En fait, c'est surtout, c'est une petite boutade personnelle. Je pense que j'ai entendu toute ma vie que j'étais ingérable, en fait. Et, ça vient de vous, ça vient de moi, ça vient de ma maman. Voilà, j'ai souvent entendu que j'étais ingérable et surtout qu'on ne savait pas comment me gérer. Réponse, on n'a pas besoin de me gérer. Mais j'ai entendu beaucoup de parents me dire je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire avec mon gamin. Et en fait, bien souvent, on met des étiquettes sur les gosses hyperactifs, machin, etc., capricieux, par exemple. Et en fait, il y a plein d'enfants qui ne trouvent pas leur place, qui vont pas bien, etc., parce qu'ils sont atypiques et qu'ils ne sont pas identifiés comme tels. Donc c'est pour ça le ingérable Comment atypique. on fait pour diagnostiquer un enfant dit différent, dit atypique? Mais juste, toutes ces différences, parce que vous le disiez tout à l'heure, elles sont toutes liées à la génétique? Oui. Forcément? Oui, génétique et épigénétique, essentiellement. Donc ce n'est pas du tout lié à l'environnement dans lequel l'enfant grandit? Non, pas quand il grandit, en fait. C'est un câblage neuronal, ça se crée in utero, en fait. Dans le deuxième bouquin, il y a toute une partie, justement, sur la partie neuroscientifique, toute l'influence génétique et épigénétique. Donc voilà, on est comme ça. On est comme ça. Voilà. Après, l'environnement va être soit facilitant, c'est pas soit une éducation du tout. Voilà, c'est pas un truc qu'on a mal fait. Non. Sinon, tout le monde pourrait avoir des enfants dyslexiques et au potentiel, ils seraient tous parfaits. Non, je rigole. Voilà. Comment on fait donc pour diagnostiquer un enfant qui est dyslexique ou dysphasique, déjà, ou précoce ou au potentiel? On observe. On va avoir des spécialistes, c'est pas le même à chaque fois. Pour tout ce qui va être notamment dyslexie, dysorthographie, etc., on va plutôt voir des orthophonistes. Oui, non, mais attendez, moi je suis maman, j'ai un problème avec mon enfant parce qu'il est capricieux. Il y a 12 000 personnes que je peux aller voir. Comment je sais que c'est l'orthophoniste ou le psy ou le... Non, mais c'est vrai. Déjà, vous prenez une grande inspiration. Oui, c'est ça. Vous posez et vous vous dites, OK, et je ça vous va appelle. bien se passer. Claire, je suis au bout du rouleau. En fait, il y a plein de choses à observer dans le développement de votre enfant et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Si votre enfant a 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ça va pas être la même chose. Effectivement, il y a toujours un lien avec l'école parce que c'est à l'école qu'on va identifier potentiellement soit un apprentissage précoce, le gamin il apprend trop vite, il s'intéresse à des choses qui ne sont pas de son âge, soit un retard. C'est toujours là-dessus. En général, l'école, j'allais dire, est le premier endroit où on se rend compte des choses. Voire même l'écriture, quand un enfant écrit mal et trop vite. Voilà, l'écriture, la capacité de raisonnement, la sensibilité, la façon dont il est impacté par les émotions, comment il ne gère pas la violence. Les enseignants sont formés à identifier aussi ce genre de choses? Pas tout à fait. Et ça, c'est un problème. Ce serait chouette que ça change. Et alors donc là, on vous parlait de diagnostic. Ce diagnostic-là se fait, donc vous disiez par exemple avec un orthophoniste, soit orthophoniste, ou alors... soit neuropsy, soit ergothérapeute ou psychomotricien. Mais là, il y a besoin d'être guidé parce qu'on va voir est-ce qu'on est sur une logique motrice, est-ce qu'on est sur une logique plutôt cognitive. Voilà, là, il faut voir. Donc on a besoin de s'interroger. Il y a plusieurs portes d'entrée. Ça peut être l'école quand effectivement certains professionnels sont formés sur le sujet, ou sinon, on pousse une porte.
la porte du neuropsy, la porte de l'orthophoniste, et on fait un premier rendez-vous. Et après, ce sont des sachants qui sont capables d'orienter vers les bonnes personnes. Alors, on parle souvent d'inclusion, effectivement, Oui. de tous ces enfants qui sont dits différents. Est-ce que c'est une réalité dans le quotidien? Parce que je le sens souvent exclu, j'en ai vu beaucoup. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, je ne suis finalement pas très surprise du chiffre, hein, un enfant sur 5. Souvent, c'est des enfants qui sont soit bagarreurs, soit mal à l'aise en classe, soit effectivement ont des gros problèmes de concentration. Comment on fait pour les inclure? Alors là aussi, j'allais dire, c'est une démarche de l'école, c'est-à-dire que soit vous avez un enseignant qui sait faire et qui va avoir la possibilité d'aménager l'espace pour que le jeune puisse avoir par exemple un élastique entre les pieds de sa chaise quand il est hyper actif, comme ça il peut taper dedans toute la journée et ça lui fait un bien fou. Taper dans l'élastique? Ouais. Faire son abdo fessier, c'est-à-dire. Et alors, oui, on peut voir ça comme ça, c'est un entraînement évidemment, précoce. je plaisante, Oui, oui. mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, Être en mouvement. c'est la possibilité ça d'être en permettrait mouvement. effectivement de le calmer Ça et le canalise, ça ne dérangerait canalise. pas Du ses tout. acolytes. Du tout. En fait, ça canalise énormément de pouvoir être en mouvement. Donc, il y a plein d'astuces comme ça en neuropédagogie qu'on utilise et qui permettent à chaque enfant de vivre en fait son moment d'apprentissage comme il le souhaite. Ça, c'est quand l'enseignant peut le faire et que l'école est ouverte à tout ça. Ensuite, l'inclusion, c'est un mot magnifique, sauf que concrètement, c'est hyper difficile de le faire parce que là, on parle des 10, je ne vous parle pas des jeunes avec d'autres difficultés ou ne serait-ce que de la surdité ou toutes ces choses-là. Donc, c'est très compliqué d'être totalement dans l'inclusion. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour pallier les difficultés. Mais là aussi, par exemple, les AVS et tout ça, ce sont des personnes qui ne sont pas formées spécifiquement. Auxiliaires de vie scolaire. Voilà, tout à fait. Alors justement, ces fameux auxiliaires de vie scolaire, AVS, je le vois, je connais quelqu'un qui a besoin d'une AVS pour son fils, car en fait, il est entre les deux. Il peut être à l'école sans problème, il a de grandes facultés, et en même temps, effectivement, il a quelques soucis justement de gérabilité à l'école. Comment on fait pour pouvoir obtenir une AVS? C'est pas si simple, et puis ça manque, je crois, dans la profession, non? Alors, ça manque, il y a des difficultés donc de recrutement, de formation, puis à la base, c'est un soutien. Mais un soutien pour faire la même chose. Oui. C'est-à-dire que, je peux prendre le cas des dyslexiques, par exemple, l'AVS va écrire le cours. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on sait que l'apprentissage se fait par le mouvement de la main. C'est pas que par les neurones, en fait, c'est ça. Alors voilà, c'est-à-dire que la main va activer en fait les zones de mémorisation et les zones d'apprentissage. Donc du coup, quelqu'un qui écrit à votre place sur un truc que vous ne retenez pas, et si c'est pas votre mémoire auditive qui est la plus développée, et que vous reprenez sur un truc que vous n'avez pas fait, c'est compliqué. Et si jamais je travaillais que sur ordinateur, c'est le fait que C'est de pas la même tapoter, chose. etc., Voilà. pareil, mais je pourrais mémoriser de la même façon? Je mémoriserais mieux que si c'est quelqu'un qui écrit à ma place, mais pas aussi bien que si j'écrivais à mon rythme, etc. Donc c'est là où en fait les solutions sont compliquées comme vous le comprenez. Donc oui, on manque de personnel, surtout pas de formation sur ces profils spécifiques, et pourtant c'est pas faute d'être plusieurs à les proposer. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés. La formation même des AVS reste des personnes avec peu de diplômes. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, on commence tout doucement à parler effectivement de cette neurodiversité. C'est vrai que c'est encore des mots un peu étonnants pour certains, mais on en parle. Donc précoce, dysprasique, dyslexique ou autre, Asperger, hypersensible. Asperger, on n'a pas dit ce que c'était. Redites-nous. Alors Asperger, maintenant on le dit plus. Asperger, c'est ce qu'on appelle les TSA, les personnes qui ont des troubles dans le spectre autistique. C'est une forme d'autisme. C'est une forme d'autisme, voilà, tout à fait, qui est, j'allais dire, à mi-chemin entre les hauts potentiels, les 10, les machins, et les autistes, machin étant affectif, bien évidemment. Donc c'est un autiste qui a plus de relations sociales, dirons-nous. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le trouble autistique, et qui peut être ou non avec un haut QI. D'accord, donc là on parle on en parle davantage, si vous voulez, de ces enfants un peu différents. On parle donc des enfants, mais ça peut être le cas aussi des adultes qui n'ont pas été détectés plus tôt. Comment ils font pour vivre au quotidien dans leur vie? Alors, en général, l'enfant est le miroir révélateur. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une lettre aux parents, parce qu'en général, ils se rendent compte qu'eux-mêmes sont comme ça par le prisme de leur enfant. Ils se rendent compte que dans le comportement de leur enfant, ah ouais, j'étais comme ça quand j'étais petit. Mais c'est-à-dire qu'ils ont opéré un transfert sur leur enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, du tout. En fait, c'est plutôt ils ont opéré un blocage par rapport à l'enfance. Parce que les parents aujourd'hui, donc, qui ont des enfants qui ont 3, 4, 8, 10 ans, sont des personnes qui ont la trentaine, la quarantaine pour la plupart. Et à l'époque, on diagnostiquait peu. Il y en a plein qui sont passés entre les mailles du filet. Et notre cerveau nous protège. Donc tout ce qui a été compliqué pour nous, il bloque. Et des fois, il y a des souvenirs qui ressurgissent à travers quand ils voient le comportement de leur enfant. Ils disent « Ah mince, mais moi aussi, j'étais comme ça. » Et puis,
bien souvent, ils se rendent compte qu'ils le sont aussi. Donc moi, ce que je trouve de magique, c'est qu'en fait, on peut grandir avec son enfant. Et que le parent peut passer son expérience et dire, ben voilà, moi, je faisais comme ça, j'avais pas compris que je fonctionnais comme ça, avec toi, je comprends que c'est comme ça, et il y a de très belles choses qui se font en Donc famille. finalement, grâce à vous, voilà, vous pouvez régler en fait vraiment un dialogue familial Tout à fait. complet Tout à fait. et de vrais soucis pour l'enfant comme pour les parents. Mais merci beaucoup Claire Street d'avoir été avec nous, c'est passionnant, c'est un vrai sujet. On pourrait évidemment encore en parler des heures, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va forcément se retrouver Avec pour grand rediscuter plaisir. de tout ça parce que à chaque fois on se sent frustré du timing. Mais voilà, l'émission ne dure qu'1 heure et au bout d'un moment, il faut bien pouvoir parler de toutes les actualités. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle, Ingérable ou Atypique, et c'est chez Desclés Brouwer, c'est comme ça qu'on C'est ça. dit. Voilà, c'est pour tous ceux qui connaissent, c'était donc la maison d'édition de Montessori. Et puis, Mon enfant est haut potentiel et ultra sensible chez Le Duc. Merci. Allez, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Toute la semaine, eh bien, c'est l'auteur Tristan Banon qui est avec nous et qui raconte eh bien, ses souvenirs à elle, à Malika Ménard. On a parlé de Madame Parizeau. Oui. Est-ce qu'il y avait un autre prof marquant? Ah oui, je me souviens de Monsieur Arnaud. J'espère qu'il va bien aujourd'hui, mon prof de sciences nat. Alors là, c'était beaucoup plus tard. Là, on était au collège. Et ma maman n'était pas quelqu'un de très discipliné sur les remplissages des carnets de santé, ces choses-là, les rappels de vaccins, les vaccins, enfin tout ça, c'était pas trop son truc. Et, les vaccins. Et d'ailleurs, je dois à l'honnêteté d'avouer qu'elle n'était pas très, très vaccin. Hein. Est-ce que c'est par réaction que moi je suis plutôt encline à aller vers la vaccination, quelle qu'elle soit, sans parler de celle qui préoccupe tout le monde ces temps-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis arrivée alors je ne sais plus si c'était le brevet ou ça devait être le brevet ou le bac blanc de français, j'en sais rien. Je sais qu'il fallait présenter son carnet de santé à jour. Et le mien n'était absolument pas à jour. Et Monsieur Arnaud a bidouillé à coups de photocopieuses en prenant le carnet de santé de sa fille, il me semble, je ne sais plus exactement. Il a truqué le carnet. On a un peu bidouillé pour que je puisse passer mes examens sans que ça pose de problème parce que je n'étais pas du tout à jour de mes vaccins. Et votre maman, il ne l'a pas contacté, il vous a juste aidé, vous Alors, il faut savoir que ma mère était inconnue, pour ainsi dire, de l'école. De la maternelle au bac, je crois que jamais un prof n'a réussi à la voir. Elle n'est jamais venue à une réunion parents-professeurs. Elle n'est jamais venue à une convocation. Tous les profs ont essayé de la faire venir, ça n'a jamais marché. Donc voilà, cette question-là ne se posait pas trop. Mais ça m'amuse de repenser à ça, parce que je me dis qu'aujourd'hui, avec l'informatique, avec tous ces moyens de contrôle, ça serait plus possible, alors qu'à cette époque-là, il suffisait de jouer du Tipex et de la photocopieuse, et on arrivait à faire avec un prof qui vous apprend à le faire. Avec un prof partant pour le faire. Et je pense vraiment que lui, dans sa tête, il se disait que c'était très difficile, finalement, de sanctionner le parcours scolaire d'une élève sur quelque chose qui n'était pas de son fait. Parce que très clairement, c'est vrai que j'y étais pour rien. Si je n'étais pas à jour de mes vaccins, on avait dit à ma mère de me les faire plusieurs fois, ça ne s'était pas fait. Bon, Et vous, quel genre de maman vous êtes, du coup? Alors moi, forcément, je pense qu'on se construit beaucoup par réaction ou par mimétisme. Je pense que je suis plus dans la réaction, avec une sorte d'autodiscipline où je me dis, fais attention à ne pas sombrer dans l'excès inverse. Donc je m'impose d'aller une fois par an à une sortie scolaire. Et alors vraiment, je me l'impose parce que qu'est-ce que ça me casse les pieds. Mais j'y vais. Une fois par an, j'y vais. J'ai même voulu cette année en faire une deuxième avec une sortie au cinéma. Et on était trop de parents et je n'ai pas été tirée au sort. Alors là, je me suis dit que c'est le karma. Mais j'essaye d'être présente. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très, très papa poule et qui est très présent aussi. Donc on essaye de se partager ça. Je pense qu'on est assez sévère. J'ai l'impression, quand je vois les parents des petits copains... Pas de télé déjà, vous me disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de télé à la maison, on n'a pas le droit de faire du gâchis, mais vraiment, c'est-à-dire que ma fille a intégré, c'est pas une punition pour elle, elle a vraiment intégré le fait que même si on n'a plus faim, on finit son assiette, même si c'est pas bon, on n'en prend qu'un tout petit peu, on goûte et on finit. Mais même sur beaucoup de choses, sur la politesse, j'ai été très, très surprise, il n'y a pas si longtemps, de discuter avec une maman à la sortie de l'école. Et cette maman avait apparemment quelqu'un qui l'aidait à s'occuper des enfants. Elle a dit, j'ai dû la remettre un peu à sa place parce que ça va, on ne va pas lui casser les pieds à longueur de journée pour qu'il dise merci.
Alors là, je me suis... Il faut mieux pas qu'elle vienne à la maison, parce que alors, s'il faut le redire 12 fois par minute, on le redit 12 fois par minute. Et voilà, on est ça fait partie des valeurs, ça. Les valeurs, les fondamentaux sont très importants. Et en revanche, on est très présent. On s'occupe nous-mêmes des devoirs. Enfin, ma fille va à l'étude, mais on vérifie derrière. On l'accompagne à la danse, on s'émerveille sur ses petits pas. Voilà, on fait ce genre de choses. Après, on essaye. C'est toujours compliqué. J'en ai fait un livre pour d'autres sujets. C'est toujours compliqué de rester dans la nuance. Donc, on essaye de sombrer ni d'un côté ni de l'autre, d'être ni trop présent et trop enrobant, ni pas assez, d'être sévère sans être complètement... enfin, de ne pas être trop dur, tout en donnant des valeurs. Je suis parfois surprise quand ma fille fait venir des petites copines à la maison, qu'elles viennent dormir, faire des soirées pyjama. Hein. Le CP, c'est l'âge des soirées pyjama. Ouais. Ah ouais, elles sont à fond. Hein. On a dit, elle est en CPA. Elle est en CPA. Et puis c'est très important pour elle. Le CP, ça ne veut rien dire, c'est le CPA. Il y a les CPB et les CPA. Et quand elle reçoit une copine à la maison, j'écoute un peu ce qui se dit et elle dit les choses qu'il ne faut pas faire. Elle dit non, il ne faut pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit, ça c'est pas bien. Par exemple, on n'a pas le droit de marcher sur le canapé, on n'a pas le droit de sauter sur le lit, on n'a pas le droit... Et elle a intégré tout ça. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Tristan, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Tristan Banon, c'est super cette semaine avec vous. Et ma chère Malika Ménard également. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est avec le Zap. Je m'aperçois quand je vois les parents des petits copains de ma fille qui sont peut-être moins psychorigides que moi sur les valeurs essentielles, enfin sur des choses... La politesse, tout bêtement, par exemple. Je vois des parents qui peut-être laissent plus facilement passer. Peut-être pas forcément de la psychorigidité. Non, mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'il faut parfois laisser un peu passer. Et mon mari et moi, on est un petit peu durs sur ces questions-là. Puis sur les questions, on parlait d'écologie, sur les questions du gâchis. Le gâchis, ça n'existe pas chez nous. Il y a jamais une assiette n'est pas finie. On ne jette jamais rien. Voilà, nos enfants grandissent avec ça. Le coton n'est pas jetable. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas de télévision. Donc voilà. Le soutien scolaire en chiffres, ça donne quoi? Si je vous dis 2 milliards d'euros, ça vous fait penser à quoi? Ça fait une sacrée somme. Effectivement, eh bien, ce chiffre représente le marché du soutien scolaire en France en 2020. Des chiffres qui explosent évidemment depuis la crise sanitaire. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que la France est le premier sur le marché du soutien scolaire en Europe. Plus d'1 million d'élèves sont concernés. On parlait du Covid, ça a eu un impact sur le soutien scolaire? Ah oui, et pas qu'un peu. Le soutien scolaire est en hausse depuis l'été 2021. Le site d'ailleurs de soutien scolaire qu'on connaît tous, Acadomia, enregistre une hausse de 50% au mois de juin 2020. Donc ça, c'est juste après le confinement, soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Les cours également pendant l'été 2020 ont augmenté de 35%. Cette hausse, évidemment, s'explique suite aux élèves qui n'ont pas forcément eu cours, puisqu'avec le Covid, etc., c'est un peu tout basculé. Et pour continuer dans les chiffres, un lycéen sur 3 et un collégien sur 5 bénéficient de cours extrascolaires. En moyenne, ces élèves bénéficient d'1 heure, 1h30 de cours par semaine. C'est pas négligeable, ça fait 40 heures par an. Voilà, pour les chiffres. Mathilde, si on oublie un instant, s'il vous plaît, le Covid, comment on explique justement cette passion des Français pour le soutien scolaire? Je ne sais pas si on peut parler de passion quand même, mais déjà pour plusieurs raisons. Déjà, c'est vrai que le niveau scolaire baisse en France depuis plusieurs années, notamment en français et en maths. D'après les études PISA de l'OCDE, des classes surpeuplées également, des programmes qui sont malheureusement pas achevés, et les accès également aux grandes écoles et aux filières prestigieuses de plus en plus sélectives. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, figurez-vous que ce ne sont pas les élèves les plus en difficulté qui ont recours à ces cours-là, c'est des élèves plutôt moyens qui ont envie justement de s'améliorer. On imagine que tout cela a un prix. Et oui, alors effectivement, on n'est pas tous égaux face à l'éducation, on l'a vu avec le Covid. Il est évident que toutes les familles ne peuvent pas payer à leurs enfants des cours de soutien scolaire. Ça a un coût, il faut compter en moyenne 1 500 € par an, par enfant. Alors si vous avez 2-3 enfants, c'est mal barré. En détail, il faut compter entre 25 et 35 € de l'heure en Île-de-France. Et c'est pour ça que les cours non déclarés explosent depuis des années. Ça représente 80% quand même du marché.
pas déclarés, puisque évidemment c'est plus attractif. Les parents d'élèves déboursent en moyenne 12 à 25 euros par semaine au lieu de 35. C'est quand même plus intéressant. Moi, est-ce que l'État met un petit peu la main à la poche ? Oui, et ça c'est bien de le savoir. Tous les parents ne le savent pas. Effectivement, l'État prévoit un avantage fiscal de 50% sur les frais des cours de soutien scolaire sur une année. Si par exemple vous déboursez 2 000 euros pour votre enfant sur l'année, eh bien avec les justificatifs qui vont avec, vous déclarez donc 2 000 euros et l'État vous rembourse 1 000 euros. Et c'est pas négligeable et c'est bien de le savoir. Je prends un exemple à Paris, à Condorcet, 0% des collégiens de Condorcet n'ont eu de place au lycée Condorcet. Il en est de même à Chaptal, il en est de même à Turgot. Aucun élève n'a eu le lycée qui fait suite, qui est la porte d'à côté, parce que pour des raisons justement de critères qu'on évoquera peut-être après. Pour répondre sur la méritocratie, oui à la mixité scolaire, mais ce que disent beaucoup de parents d'élèves et de fédérations qui vont probablement prendre des actions, notamment au niveau constitutionnel. En justice, en tout cas au niveau du Conseil d'État et des instances qui sont là pour jouer leur rôle de vigie, notamment auprès du Conseil d'État, c'est qu'effectivement, il se pose la question quand même de, si on prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous en sommes tous, liberté, égalité, fraternité, ça correspond à des choix justement où la discrimination n'a pas sa place. Alors, l'algorithme d'Affelnet, qui pourtant a fait des discriminations, notamment positives, en disant à un bon élève qu'il a finalement il n'a pas eu assez de points parce qu'il vient d'un collège favorisé, de catégories socio-professionnelles élevées, des notes élevées, un bon niveau, etc., etc. Alors, que dit la Constitution ? Elle dit que cet élève doit avoir la chance comme tous les autres, en fait. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où aujourd'hui se pose le problème, pour moi, fondamental, au-delà de la mécanique technique, c'est que se pose quand même une question du respect, en fait, pour tous les citoyens, d'avoir le même traitement de faveur. Nous, on a fait deux constats. C'est déjà l'état de détresse dans lequel étaient les étudiants pendant la période de Covid. Et en parallèle... Premier confinement tout de suite ? Premier confinement tout de suite, mai 2020. Et en parallèle, les propositions qui étaient faites par les plateformes classiques de soutien scolaire qui étaient très onéreuses. Donc en fait, détresse, mais pour répondre à la détresse des solutions payantes assez chères, pour moi, ce n'était pas logique. Donc, je me suis dit, comment faire barrière à ça ? Créer une plateforme où tous les étudiants peuvent s'entraider ensemble, parce que quand il y a le rapport étudiant-élève ou élève-étudiant, il n'y a pas le rapport... Une communauté d'entraide. Aujourd'hui encore, votre site est toujours à but non lucratif ? Bien sûr, oui. Et à but non lucratif, non, en soi, puisque... on est établi en start-up. En tout cas, il est gratuit, pardon. Mais il est gratuit, bien sûr, oui, totalement. Et il le restera. Jules, vous avez 19 ans, c'est ça ? Exactement. Étudiant en école de commerce, vous faites des allers-retours, si j'ai bien compris, entre la France et l'Espagne pour vos études. Le Maître Beau, c'est l'entraide, plateforme solidaire. Ça a commencé quand, justement, cette aventure extra-student ? Vous nous avez dit qu'effectivement, le déclic, ça a été le premier confinement avec le coronavirus. Exactement. Donc, Extra Student, qui était nommé à la base élève solidaire, a commencé en mai 2020, voilà, le moment où le décrochage scolaire était réellement en hausse, à cause du fait que certains profs ne pouvaient pas assurer le suivi des cours. Et là, on s'y prend comment ? On a l'idée. C'est déjà très bien, mais justement, comment on la met en œuvre ? Comment on ose ? Bien sûr, on a l'idée, on se dit, mais comment créer une plateforme lorsqu'on est étudiant ? Enfin, moi, j'étais élève en terminale, puisqu'on ne sait pas comment mobiliser les professeurs, parce que généralement, le rapport est plus professeur-élève qu'élève-élève. Alors, on se dit, les élèves qui ont des compétences peuvent faire des cours à ceux qui n'en ont pas, ou alors ceux qui désirent en avoir. Alors, on a créé une plateforme où, en gros, c'était les élèves et les étudiants qui étaient ensemble en train de s'entraider. Et vous avez été surpris par la rapidité, la manière dont ça a pris, justement ? Après, c'était un élan collectif, l'entraide pendant le confinement, l'entraide pour les soignants, l'entraide pour les personnes âgées. Donc je me suis dit pourquoi pas l'entraide entre étudiants et entre élèves. Donc oui, la dynamique a été assez forte rapidement. Quand vous aviez dénoncé, on l'a cité, ce que le parquet a qualifié d'agression sexuelle de la part de Dominique Strauss-Kahn. Vous avez parlé de cette affaire comme d'un cancer, ce sont vos mots. Aujourd'hui, vous êtes en rémission, vous êtes guérie ? Moi, je suis guérie. Très honnêtement, et je ne pense pas me voiler la face en disant ça, mais encore une fois, 13 ans d'analyse, beaucoup de travail sur soi, enfin voilà. De l'aide des associations, vous avez insisté là-dessus, enfin en tout cas de collectifs. En tout cas, voilà, beaucoup de gens ont contribué à ce que ce soit complètement derrière moi, mais très honnêtement, au quotidien, ça n'existe plus. Ça n'existe que quand il y a comme là des promos, quand il y a des plateaux, quand il y a des journalistes qui nécessairement ont ce besoin de retracer le parcours, et ça fait partie de mon parcours, et il ne s'agit pas de le nier ni de le gommer, mais ça n'existe plus du tout au quotidien. Alban, justement, Parcoursup, c'est votre objet d'étude. Vous êtes, je le rappelle, doctorant en sociologie au Centre Émile Durkheim à l'Université de Bordeaux. Parcoursup, on lui fait forcément de la mauvaise pub.
Parcoursup, c'est clair que c'est une réforme et une procédure qui est très contestée. Parcoursup, à pas grand-chose près, ça rime avec déçu. Ça peut effectivement être synonyme d'inquiétude, de dévalorisation de soi aussi pour les candidats, en cela que tout passe par une compétition indéniable entre les candidats. Cette compétition, elle est anxiogène et elle aboutit in fine par de la déception pour beaucoup de candidats. Pourquoi avoir créé la classe virtuelle ? Écoutez, on va en revenir au tout début. Du coup, mars 2020, Emmanuel Macron annonce que les écoles ferment. Il annonce que nous sommes en guerre. Et du coup, c'est la catastrophe du côté des étudiants. On ne sait pas trop comment on va faire, si on aura des cours, comment se motiver aussi. Donc je me suis tout de suite dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc en fait, au tout début, c'était juste dans l'optique de créer un groupe d'entraide entre étudiants. Donc on était à peu près une dizaine à communiquer entre nous durant cette semaine-là. Et en fait, après, de fil en aiguille, j'ai reçu des messages d'étudiants plus âgés qui ont proposé leur aide afin de nous dispenser de vrais cours en fait en visioconférence et tout ça gratuitement. Donc voilà, j'y ai pensé. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas créer des cours virtuels en attendant que tout ça rentre en ordre pendant le confinement. Donc en fait, dès que l'idée m'est venue, en fait, on a tout de suite commencé à œuvrer pour ça. Donc j'ai contacté d'autres étudiants qui seraient potentiellement intéressés du coup pour nous donner des cours. Et voilà, ça s'est fait. Et en fait, en un week-end, on a réussi à constituer une véritable équipe avec un planning, avec des cours allant de 9h à 17h et on a commencé le lundi même. Et voilà, c'est tous les trois, avec Claire Stride, Mickaël Dorian et moi, mais on est heureux, triste un peu, mais on sait qu'on vous retrouve demain. Claire, peut-être pas demain, mais une prochaine fois. Le Grand JT de l'éducation, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur schooltv.com. Ciao, ciao.